Média sur Europe 1 jusqu'à 10h. Thomas Hill et la question média du jour. Oui, on va tenter de comprendre l'épineuse question de la rémunération des artistes musicaux via les plateformes de streaming, les Spotify, les Deezer. Où va l'argent de nos abonnements à ces services et pourquoi l'industrie musicale s'écharpe en ce moment sur cette question? Avec nous pour en parler, Suzanne Combeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Guilde des artistes de la musique, donc vous défendez les artistes. Et puis Bertrand Burgala, bonjour. Bonjour. Président du syndicat national de l'édition phonographique. Ça veut dire que vous défendez plus les maisons de disques, vous aussi, Oui, mais je suis musicien moi-même, mais c'est un écosystème dans lequel c'est difficile de faire des disques sans aussi s'intéresser aux artistes et aux évidemment. musiciens. Et puis merci à Dadjou et Théo Franck d'être restés avec nous. On va essayer d'être pédagogique, parce que déjà il faut expliquer le système actuel. Quand je paye les quelques 10 € d'abonnement par mois à Spotify ou Deezer par exemple, comment est réparti cet argent, Suzanne Combeau? Alors ça va dans une grande piscine, un pot commun, qui est réparti en fonction de la part de marché des maisons de disques et donc de leurs artistes. Déjà, il y a 30% qui est pris à peu près par Deezer et Spotify, ça on peut le dire. Et les 70% qui restent, ça va dans un pot commun. Oui. Et c'est réparti comment? Effectivement, j'ai oublié la base. Il y a 30% que gardent les plateformes pour elles et elles redistribuent 70%, dont environ 50% vont aux producteurs de disques et à leurs artistes. Et une quinzaine de pourcents vont aux auteurs. D'accord. Déjà. Ensuite, tout ça est réparti en fonction des parts de marché. Voilà, la Universal Monde va répartir en fonction des parts de marché de ses propres filiales. Et donc c'est lié au nombre d'écoutes qu'on a réalisées. Ça veut dire que, je ne sais pas, par exemple, au hasard Dadjou, s'il fait 5% de toutes les écoutes, et il va avoir 5% de tous les revenus? C'est à peu près ça ce qu'on peut dire? C'est à peu près ça. Ouais. Et donc, dit comme ça paraît quand même assez juste comme système, parce que ça veut dire que chaque écoute a la même valeur, si je vous suis bien, quel que soit l'artiste. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que beaucoup d'artistes se plaignent, Bertrand Burgala? En fait, d'abord, c'est pas que je sais pas si c'est que beaucoup d'artistes se plaignent, c'est que de toute façon la musique ça a toujours été très compliqué. C'est-à-dire qu'avant le streaming, il y avait très peu d'artistes qui vivaient de leurs disques déjà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec ce système-là, il y a des possibilités à la fois de dévoiement, mais qui sont pas uniquement des manipulations de playlists, mais il y a aussi des manipulations de stream, ou le rôle de l'intelligence artificielle, où on peut avoir aussi le domaine public qui peut être exploité à l'infini. Donc c'est un nouveau système qui a des possibilités de dévoiement. Mais il faut probablement arriver à le corriger pour être le plus près possible de l'écoute réelle. Parce que le système dont vous parlez, c'est un peu l'âge de pierre pour le moment, le streaming. C'est un modèle qui est neuf. Donc il faut arriver à l'améliorer, mais il faut arriver à trouver des choses qui l'améliorent sans créer de nouveaux biais. nouveaux biais. C'est ça qui est très compliqué. Et donc c'est pour ça que tout le monde tâtonne. C'est que l'argent de moi en tant qu'abonné, mon argent ne va pas nécessairement aux artistes que j'écoute. C'est ça j'écoute moi. Voilà. C'est ça le défaut du système actuel. Donc c'est ce que voudrait changer par exemple Universal et Deezer. Ils proposent un nouveau système qui serait centré sur les écoutes individuelles des abonnés. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça serait le système un peu idéal, mais on n'est pas encore arrivé à ce système. Ça, c'est un système qu'on appelle user-centric, centré sur les auditeurs, les utilisateurs. Là, ce qu'on conclut Universal et Deezer, c'est un accord plus artiste-centrique, donc c'est plus centré finalement sur un critère de professionnalité des artistes qui a été déterminé par Universal et Deezer à raison à plus de 1000 écoutes par mois, par plus de 500 auditeurs uniques. Ça correspond à un nouveau critère de professionnalité des artistes et ceux-là vont être valorisés avec un système de boost. Et leur rémunération va être boostée. Donc ça veut dire que plus on est un artiste important, plus on va gagner, c'est ça? Pas uniquement. En fait, alors attention, c'est pas impossible qu'il y ait à nouveau des failles. C'est ça qui est vraiment tout le monde tâtonne là-dessus, y compris, je pense, Deezer et Universal. Mais en fait, non, je pense que ce qu'ils essayent d'éviter, c'est à la fois toutes les choses qui apparaissent pas forcément dans les radars, mais qui sont faits par intelligence artificielle, tous les contenus qui sont proposés de façon complètement automatique. Et donc, ils se disent, un artiste qui a
un minimum d'activité professionnelle, ça pourra le concerner, ça pourra éviter, si vous voulez. C'est comme si aujourd'hui, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans les autres domaines, mais c'est comme si on disait aujourd'hui les écrivains, ils vont être. Aujourd'hui, en fait, on est comme si dans le monde de l'édition de livres, j'essaie de trouver les bonnes images. Les écrivains devaient partager leurs droits d'auteur avec toutes les personnes qui écrivent des tweets. C'est ça. Et c'est ça. donc. Et alors ça, forcément, ça ne plaît pas à tous les artistes, notamment les plus importants, et notamment les artistes urbains qui se retrouvent pas totalement dans ce nouveau système. On va en parler dans un instant. À tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill jusqu'à 10h. La question média du jour. On s'intéresse à la répartition de l'argent du streaming quand on écoute de la musique sur son téléphone. Comment ça se passe pour les artistes? On en parle avec vos invités, Thomas. Et oui, c'est vrai que c'est en train de bouger beaucoup et c'est pas simple de comprendre ce système, et pourtant c'est très important parce que c'est aussi l'argent de nos abonnements et aussi c'est l'argent de la publicité, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que dans le streaming, il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent gratuitement du streaming sans payer d'abonnement, et cet argent qui vient de la publicité, eh bien, il va être aussi en partie redistribué aux artistes, c'est bien ça. Oui, mais il va être redistribué un peu anonymement, c'est-à-dire encore une fois en fonction des parts de marché, donc ça ne sera pas redistribué, je dirais, de manière raffinée, quoi. Et ça veut dire que dans le nouveau système éventuel qui est en train de se débattre, là, on prendrait plus en compte les gens du coup qui écoutent gratuitement sans payer d'abonnement, puisqu'on serait basé sur l'utilisateur. Vous confondez en fait plusieurs choses. Là, il y a d'une part un accord qui n'engage que Deezer et Universal, qui est un peu un coup d'essai où ils essaient de professionnaliser le streaming. Et de l'autre, il y a des projets. En particulier, il y a un projet de taxe sur le streaming pour financer la musique, et qui là, c'est vraiment tout à fait autre chose. Et qui là pose, à mon sens, beaucoup de problèmes. Mais alors pourquoi les artistes urbains, notamment, sont un peu agacés par ce nouveau système qui veut être mis en place? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, la taxe, vous voulez dire, vous Dadjou d'abord? Le problème de la taxe, c'est qu'il cible les gros streamers et ceux qui streament, la musique qui stream. Et la musique qui stream, ça va être le rap, ça va être la musique que je fais, par exemple. Donc c'est pas dit ouvertement, c'est pas dit clairement, mais quand on taxe, c'est nous qu'on taxe en premier, en vérité, puisque c'est nous qui streamons, c'est nous les plus gros streamers de France. Donc depuis 2018, il y a des réformes, il y a taxe sur taxe et réforme sur le streaming. Donc plus on stream et plus on nous impose des réformes. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à peser. Alors il faut expliquer cette taxe, parce que c'est le gouvernement qui envisage de la mettre en place en soutenant une proposition d'un sénateur qui s'appelle Julien Bargeton. Il propose une taxe à hauteur de 1,75%. Et le but, c'est quoi? C'est d'obtenir quelques 20 millions d'euros pour soutenir les artistes français. Est-ce que ça vous semble une bonne solution, ça, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour financer la filière musicale en France. Et on peine à avoir des subsides, on n'a pas assez de subventions. Donc en fait, l'idée, c'est de créer de la solidarité entre tous les acteurs et actrices de la filière de la musique, entre toutes les esthétiques musicales, de garantir la diversité des esthétiques musicales, parce qu'aujourd'hui, c'est le rap, le genre du moment, parce que c'est la musique qu'écoutent les jeunes, mais on a bien vu que ça peut évoluer, que ça peut redevenir le rock, que ci, que là. Donc l'idée, c'est pas d'impacter un genre en particulier, c'est plus de créer un rééquilibrage. Et le rééquilibrage, il passe d'un côté par la régulation de la rémunération, mais aussi par comment on finance la musique de demain. Et le Centre national de la musique cherche des moyens de financer le soutien qu'il apporte à tous les artistes, y compris ceux de l'urbain. Mais bon. Bertrand Burgalat. Moi, ça me paraît la pire des solutions, la plus stupide, puisque cette taxation, parce que la musique enregistrée est déjà taxée à 20%. Donc, le livre à 5,5, le spectacle entre 2,10 et 5,5. Mais ça ne va pas dans les mêmes poches derrière. Donc, elle est déjà taxée à 20%. Aucune des plateformes de streaming européennes n'est à l'équilibre. Donc ça me paraît complètement stupide d'aller prendre l'argent à l'intérieur des gens qui créent la musique, sans même... La seule chose qui aurait été intelligente, s'il faut... Ce qui m'inquiète avec le projet après, c'est comment on va répartir cet argent et comment on va éviter l'arbitraire de donner à tel ou tel artiste. Comme on fait avec la taxe billetterie qui existe depuis plusieurs années. Oui, mais nous, on a dans la musique, on a un crédit d'impôt qui est très juste, qui est un dispositif fiscal incitatif.
chiffres, pardon, je suis trop technique, j'ai compris, mais en tout cas, cette taxe me paraît une totalement injustifiée, et surtout très injuste, y compris pour les plus fragiles qu'elle prétend défendre. Donc c'est ça qui me... qui ne vous plaît pas, on le comprend bien. Oui, mais bon. De toute façon, c'est une des solutions sur la table, c'est pas du tout la solution encore actée. Voilà. On va suivre ça. Il y a un autre problème, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, Bertrand Burgalas, ce sont les fausses écoutes qui faussent un peu les chiffres, qui gonflent artificiellement les chiffres. Difficile de savoir exactement, mais on estime qu'entre 1 et 3% des écoutes en ligne sont fausses. Ça veut dire quand même 1 à 3 milliards de streams qui seraient bidons, selon les données. Alors ça date de 2021. Comment ça se fait ça? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse gonfler les chiffres d'un artiste? Comment ça se passe, Suzanne? Si vous voulez, c'est la rançon du succès. C'est que la musique a quand même perdu 70% de sa valeur, la musique enregistrée il y a 20 ans. Le streaming a permis quand même de donner des perspectives, y compris sur le retour du vinyle et de ça, qu'il complète. Mais effectivement, il y a toujours eu tout le temps des comportements malhonnêtes dans tous les domaines, y compris dans la musique. Et après, la difficulté, c'est un peu une course où il faut arriver face à des comportements qui peuvent être très astucieux, à arriver à empêcher un certain nombre de pratiques. Et en tout cas, il profite du système actuel qui est justement cette grande piscine. Dadju, vous étiez au courant, vous, de ces fermes à stream, par exemple? Oui, bien sûr. Ça fait un moment que je suis au courant de ça. Après, c'est comme on dit, dans chaque jeu, il y a des règles, et dans chaque jeu, il y a des tricheurs. Donc les gens trichent, et parce que c'est la manière de tricher. Les gens ne trichent pas pour rien. Les gens trichent parce que c'est devenu une promo de tricher. C'est-à-dire que tu t'amuses avec l'algorithme. L'algorithme va te mettre tout en haut. Et puis si tu es en haut du classement, les radios te voient. Et si les radios te voient, les radios te jouent. Donc au final, les gens, au lieu de mettre de l'argent dans un clip ou de l'argent dans une promo, ils vont mettre de l'argent dans de la triche et ça va être leur promo au final. Donc maintenant, quand on entendra un rappeur, un certain Marseillais SCH qui parle de faux stream dans ses paroles, on comprend maintenant que c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve que ce que dit Dadju est très intéressant parce que terminera là-dessus. C'est un peu comme quand Gérald Darmanin parle de la drogue et des usagers. C'est que je pense que cette obsession statistique, elle est, tout le monde y prend sa part, y compris les médias, les radios. Quand on dit d'un artiste, il a eu tant d'auditeurs, etc., ça participe à cette course. Et je pense que la musique, il faut qu'on puisse l'écouter, que l'artiste soit très connu, qu'il soit inconnu, qu'on se fasse sa propre opinion soi-même. C'est un bon mot de la fin. On prend le conseil. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Suzanne Combeau, déléguée générale de la Guilde des artistes et de la musique, et Bertrand Burgalas, président du syndicat national de l'édition phonographique. Merci d'être venu débattre ce matin. Un merci aussi à Dadju, évidemment, à Théo Franck d'être venu ce matin. Je rappelle votre doc qui démarre ce soir à 21h sur Canal. Ça va bien se passer.